Madame Idrac, Monsieur Julia. Nous allons aborder le thème des transitions au sens large. Par définition, le mot transition décrit le passage d'un état à un autre, un changement en général lent et progressif, mais pas toujours. Et en cela, une transition est un état intermédiaire, un entre-deux. Nous voilà justement entre deux actuellement, entre deux d'un point de vue écologique, économique, technologique. Les transitions, l'humanité en a connu. Certaines mieux adaptées, mieux anticipées, mieux gérées que d'autres. Et c'est justement notre sujet aujourd'hui. Comment mieux anticiper, parfois influer, et surtout bien guider et accompagner ces transitions et ce passage d'un état à un autre, en veillant à ce qu'il soit vecteur de progrès et d'amélioration du bien-être. Toute transition historique prend son départ dans une rupture, que celle-ci soit technologique, économique, écologique ou sociale. Donc, grosso modo, soit due à l'innovation, à l'organisation sociale ou aux contraintes. Mais toute transition finit par impliquer chacun de ces quatre domaines. Le fait, par exemple, de pouvoir produire, transmettre et stocker l'électricité est dû à une série d'innovations spécifiques, technologiques, mais ces technologies ont complètement bouleversé la société, l'économie, l'environnement, et ont créé une nouvelle trajectoire technologique qui, elle aussi, auparavant était impensable. L'innovation, donc, joue un rôle dans les transitions et un rôle à jouer dans son accompagnement, ses accompagnements des transitions. Une trajectoire, ça se définit, et une transition aussi, ça se choisit, surtout pour faire en sorte qu'elle ne soit pas subie. Influer et guider les transitions, notre sujet aujourd'hui. Je vais demander à chacun de vous de nous dessiner quelques éléments des transitions à venir ou en cours. Madame Idrac, de la nécessité à décarboner notre économie et notre société face au dérèglement climatique. Une transition qui, suite à la récente déclaration de M. Macron, devra se faire à une vitesse supérieure, en phase avec la gravité de la situation à laquelle nous faisons face. Et M. Julia, du point de vue de l'intelligence artificielle, ou plutôt des intelligences artificielles, des intelligences augmentées, et quel impact sera justement sur cette transition économique, sociale et technologique. Madame Idrac, la parole est à vous. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, je vais commencer par une remarque, c'est qu'en fait, je crois que nous ne sommes pas dans un forum de transport. Et la transition qui est en cours depuis plus de 10 ans, enfin en tout cas, oui, plus de 10 ans, je pense depuis le début de ce siècle, c'est que notre sujet, c'est le sujet des mobilités. Et ce n'est pas simplement une question de terminologie. C'est que nous sommes en train de travailler sur des services et non pas sur des outils. Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur. Nous sommes en train de travailler donc sur des sujets largement sociaux, tout autant qu'ils sont technologiques. Et moi, ça fait assez longtemps que je travaille dans le secteur et j'ai vraiment vu les modèles économiques des entreprises se transformer. Bon, ça fait pas mal d'années maintenant qu'on dit que l'automobile sera électrique, autonome et partagée. Bon, le mot important, c'est partagé. Et donc, ce sont toutes ces idées de service. D'ailleurs, je me permets de rectifier le titre qui m'est attribué. Je ne suis pas responsable de la stratégie pour les véhicules autonomes. J'ai demandé au ministre, et à la première d'entre elles, puisque c'est une mission interministérielle, d'être en charge des mobilités autonomes et partagées. Bon, c'est une remarque, mais je la trouve importante parce que derrière ça, évidemment, il y a eu beaucoup d'innovations. Et en particulier, évidemment, toutes les innovations liées au digital qui ont permis le partage, le ticketing, l'information voyageurs ou l'information des clients de la logistique, etc. Et donc, ces missions de mobilité qui ont un rôle économique, qui ont un rôle social, et évidemment, d'inclusion, avec un arrière-plan pour nos pays d'OCDE, le vieillissement de la population. Bon, ceci doit se faire en même temps avec, effectivement, la rupture qui est la prise de conscience du réchauffement climatique. Je ne dis pas que la rupture, c'est le réchauffement climatique. La rupture, c'est la prise de conscience. Et en particulier dans le secteur des transports, qui, comme chacun sait, qui, comme chacun sait, représente à peu près 30% des émissions.
Ça fait très longtemps que je participe à des forums. Ça fait pas longtemps du tout que l'on parle du développement durable ou de la transition écologique, autrement que comme une note en bas de page, hein, sans oublier la transition écologique. Bon, mais ça fait pas longtemps du tout. Là, c'est peut-être moins de 10 ans. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, ça fait du temps, mais en fait, à l'échelle de ce dont nous parlons, c'est pas le cas. Et donc, oui, effectivement, je pense que c'est le jonction des deux, c'est-à-dire parler de services, de mobilité et accompagner leur fonction économique et sociale de cette exigence absolue de décarbonation. Je pense que c'est ça les sujets auxquels nous sommes confrontés et qui passeront, comme d'habitude, bien sûr, entre autres, pas seulement, mais entre autres par des innovations, mais on pourra y revenir plus tard dans la conversation. Monsieur Julia, donc les transitions, les bouleversements, les ruptures, d'un point de vue de vos connaissances de l'informatique, bien sûr, et aussi de l'intelligence artificielle, des intelligences artificielles. Merci. Ok. Alors, et effectivement, on va parler des intelligences artificielles. Depuis quelques mois, on entend beaucoup parler des intelligences artificielles génératives. On a l'impression que l'intelligence artificielle a démarré il y a donc 1 an. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Hein. Les intelligences artificielles sont diverses et variées. Et officiellement, on démarre en 1956, hein, donc il y a 67 ans. Donc ça fait un petit moment qu'on fait ça. Donc quand on regarde l'histoire de l'intelligence artificielle, des intelligences artificielles, on voit que il n'y a pas vraiment de rupture. D'accord, c'est une continuité. Quand on parle de révolution, par exemple, avec les intelligences artificielles génératives qui viennent d'apparaître pour le public, alors qu'elles datent quand même de 2017, c'est pas vraiment une révolution. Quand on parle de ChatGPT, la révolution, s'il y en a une, elle n'est pas dans GPT, elle est dans Chat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un accès qui est beaucoup plus facile à ces technologies. Et donc ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire pour les industries, c'est pas seulement pour nous les gens, les individuels, mais pour les industries, l'accès à ces technologies devient aussi beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. L'adoption de ces IA génératives, de ces nouvelles intelligences artificielles, qui sont pas si nouvelles que ça, dans le sens où ce ne sont que des évolutions statistiques des intelligences artificielles, mais l'accès est beaucoup plus rapide. Donc la façon dont on va les utiliser dans les entreprises se fait beaucoup plus rapidement que l'adoption qui est faite d'habitude de ces technologies qui sont quand même compliquées. Et là, c'est vrai qu'on voit dès aujourd'hui plein de choses qui se passent dans le domaine des mobilités, dans le domaine de chez Renault par exemple, où on voit que des gens qui n'avaient pas forcément des aptitudes pour utiliser ces technologies les utilisent. Et on voit aussi, et c'est ça qui est très intéressant d'un point de vue social cette fois-ci, on voit que les gens qui se mettent à utiliser ces technologies ont un bon qualitatif important dans leur métier. Donc on parle souvent du fait que ces intelligences artificielles vont nous remplacer. Alors bon, on va respirer un tout petit peu, hein, on va pas nous remplacer. Hein, on va les utiliser comme des intelligences augmentées, c'est-à-dire que ça va augmenter nos intelligences, ce ne sont que des outils qui augmentent nos intelligences, et donc qui nous permettent en fait de briller dans nos métiers, encore plus, parce que ces outils vont nous permettre de faire mieux les tâches qu'on faisait avant. Donc il y a un impact évidemment extraordinaire dans tous nos métiers. Il y a un impact aussi évidemment dans les technologies qu'on va utiliser pour ces mobilités, que ce soit pour le partage, que ce soit pour l'autonomie, etc. En parlant d'autonomie, des véhicules autonomes eux-mêmes, il faut aussi respirer un tout petit peu. Hein. Elon Musk nous annonce la voiture autonome depuis 2014. Je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps qu'il annonce demain. Lui, hein, tout le temps, hein. Donc c'est toujours demain. On est 10 ans plus tard, elle n'est pas là. Et on va avoir des voitures autonomes dans plein d'endroits avec des missions spécifiques. Mais la voiture autonome niveau 5, qui est le rêve ultime de cette voiture d'Elon Musk,
on l'aura jamais. Il faut être quand même très très clair. Donc on va respirer aussi là. Et on va se dire que si on atteint le niveau 4, ça sera extraordinaire. Ça sera absolument superbe pour la population, pour les gens qui ont besoin de mobilité, qui ont des difficultés, etc. Mais il ne faut pas mentir quand on parle de ces technologies en général. Il ne faut pas mentir quand on parle de l'intelligence artificielle. On n'est pas à Hollywood. C'est-à-dire que ce n'est pas de la science-fiction. On parle de science. Voilà. Donc, en général, ces technologies sont des technologies de rupture dans leurs utilisations. Mais en fait, c'est une continuité depuis des siècles, parce que même si j'ai parlé de 1956 tout à l'heure, les intelligences artificielles, ces choses qui ont l'air intelligentes, on les fabrique ou on les définit depuis la nuit des temps. Justement, revenons donc à cette question. Ce sont des questions scientifiques, des questions technologiques. Parlons de la gouvernance un peu. Parce que bien sûr, il y a l'interface entre l'innovation technologique dans ses usages et les questions de gouvernance. Madame Idrac, vous avez mené une réflexion justement sur les mobilités autonomes. Et est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques éléments de la façon que nous devrions, d'un point de vue des collectivités locales, régionales, nationales, internationales, aborder ces changements de phase, ces transitions et ces ruptures? Merci, oui, je confirme, hein, la voiture de niveau 5, personne n'y croit. C'était des petits cartoons venus de l'autre côté de l'Atlantique, où on voyait des gens, en général d'ailleurs plutôt bien habillés, etc., qui allaient n'importe où, par tous les temps, etc. Bon, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y aura des missions, des cas d'usage assez restreints, donc petit à petit, on peut les appeler globalement robotaxis, comme on les voit se développer à San Francisco, où semble-t-il, mais ça fait longtemps que j'ai pas pu y aller, comme tout le monde à Shenzhen ou à Pékin. Bon, voilà. Alors, j'ai pas mené une réflexion, non, ça fait 5 ans que j'agis. Voilà, enfin, en essayant de réfléchir un peu en même temps, quoi. Bon. Mais enfin, depuis 5 ans, en effet, on a pas mal travaillé pour faire émerger un écosystème français de ces mobilités autonomes, et s'appuyant sur cet écosystème privé-public, définir des règles d'accueil de ces mobilités, règles qui sont en général considérées comme les plus avancées dans l'Union européenne, ce qui n'est pas aussi avancé qu'aux États-Unis ou en Chine. C'est l'ampleur des financements que les industriels ou les pouvoirs publics peuvent y consacrer. Bon. Alors comment ça marche, quelque chose comme ça? Bon, j'ai coordonné une dizaine d'administrations, parce que ça va de la cybersécurité, l'ANSSI, à plusieurs directions générales du ministère de la Justice, parce qu'il y a beaucoup de sujets juridiques sur la responsabilité, même si en France c'est facilité par la loi Badinter, mais bon, il y a quand même pas mal de choses, notamment sur les aspects juridiques du partage des données, qui est tout à fait crucial. Bon, donc il y a beaucoup de travail interministériel. Il y a un travail avec la plateforme automobile française, puisque c'est très significatif. Aux États-Unis, ces sujets sont partis grosso modo de la tech, hein, Waymo, enfin c'est les groupes tech. En Europe, c'est parti des groupes automobiles. Et en Chine, apparemment, c'est parti d'un peu tout le monde, ce qui peut-être explique que ça aille encore plus vite qu'ailleurs. Bon, enfin, eux, ils sont largement from scratch, donc c'est plus facile aussi. Donc, c'est parti de la plateforme automobile. Et puis, très vite, on y a associé les opérateurs de transport public quand on s'est rendu compte que ça allait être des services de mobilité partagés, collectifs, plus ou moins transport public, etc. À partir de ce moment-là, on y a associé les collectivités locales, avec d'abord un groupe de collectivités locales pilotes. On a un petit site dédié où on raconte les expériences, etc., etc. Bon. Et puis aussi du travail avec les institutions représentatives de collectivités locales, les régions, les organismes qui regroupent les collectivités locales. Bon. Et puis ensuite, on s'est aperçu qu'il fallait encore d'autres acteurs, donc évidemment les télécoms,
On aurait peut-être dû les associer plus tôt. Enfin bon, bref, donc les télécoms. Aussi tous les gens qui s'occupent de connectivité. Et puis on arrive sur des sujets vraiment pas très très high-tech, mais bon, c'est par exemple les gens qui font la signalisation horizontale, la peinture sur les routes, quoi. Voilà. Bon. Et donc il y a ce mélange de technologies très 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 sophistiquées, hein, bien évidemment pour assurer la sécurité de tout ça. Et au bout, de technologies assez simples, ben, qu'est-ce qu'on met comme au carrefour et comment est-ce qu'on s'assure que les routes sont en bon état, parce que bon, les mobilités autonomes, ça va moyennement bien avec les nids de poules, si vous voulez. Donc, voilà. Bon. Donc on avait trois principes, enfin on a trois principes qui sont progressivité, enfin sécurité évidemment, progressivité, partage, et donc on continue à animer ça. On a une très grosse activité internationale. D'abord parce que ça peut paraître assez bizarre, mais toutes les réglementations en fait se font sous l'égide de l'ONU, donc voilà. Et puis également une activité assez importante au niveau de l'Union européenne et avec du bilatéral assez accentué avec les Espagnols, les Allemands et les Britanniques. Les Coréens aussi, je suis allé plusieurs fois en Corée, les Japonais pour des échanges d'expériences. Bon. Et puis on sent que tout converge vers cette histoire de mobilité partagée sur des cas d'usage, voilà, avec des modèles économiques qui ne sont pas évidents à trouver, hein, parce que qui va payer tout ça. Bon, il y a des modèles d'acceptabilité. Il y a tout un aspect d'acceptabilité sociale pour lequel là aussi on a un pilotage avec des panels, un groupe spécial avec des gens du CNRS, des sociologues, des déontologues, etc. Voilà, le Comité national d'éthique s'en est mêlé à la demande. Bon, enfin, bref, donc une vision très holistique de tout ça, bon, mais qui permet mine de rien d'avancer et donc avoir une stratégie qui chaque année ou chaque 2 ans, enfin bon, quand c'est nécessaire, quand je le juge nécessaire, est revalidée par les ministres pour donner une impulsion. Et puis il y a un peu de sous alors, qui vient essentiellement de toute la mouvance alors pour les Français France 2030, c'est-à-dire de Bercy, et des différentes poches d'innovation que Claire aide à aller fouiller et qui permettent quand même de faire pas mal de choses. Alors, d'abord, c'était pour accompagner les expérimentations, puisque partout dans le monde, hein, c'est comme ça que ça se passe, expérimentation. Et maintenant, on commence à être sur des pilotes de développement, je dirais, en vraie grandeur, qui sont moins faciles d'ailleurs à financer que les expérimentations. Bon, voilà. Donc quelque chose qui marche pas trop mal. Enfin, je dois dire que moi, ça fait assez longtemps que vous pouvez le voir que je travaille dans le parapublic, enfin, ou privé-public. Et je trouve que c'est particulièrement remarquable cette organisation, voilà, de manière un peu informelle, sans qu'on ait créé trop de structures. Mais, ça marche de façon dynamique et ouverte, et puis on apprend tous les jours. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on apprend des choses nouvelles grâce aux innovateurs, grâce aux expérimentations autour du terrain. C'est très très bien. Oui, Julia, je ne sais pas si le micro a fonctionné. D'un point de vue de gouvernance, donc vous êtes en dehors de l'action de l'autorité publique, mais bien sûr, ce que vous proposez, ce que vous amenez au marché, rentre dans cette sphère. Comment voyez-vous la gouvernance de ces nouveaux comportements, changements qui sont liés à la technologie? Bon, là, on parle de régulation. Hein, quand on va parler de ça, pour nous, ce qui est important, c'est d'être dans les clous. Hein, mais il faut savoir ce que ça veut dire, être dans les clous. Donc, en tant qu'innovateur, quand on va pousser les technologies, il faut qu'on puisse le faire. Et donc, on est vigilant. Enfin, on essaye de faire passer des messages disant qu'il ne faut pas nous brider, surtout par rapport à nos concurrents potentiels en Chine ou aux États-Unis. Donc là, je vais
vais faire mon petit topo sur les AI-Act, par exemple. Quand on parle de voitures autonomes, de mobilité, nouvelle mobilité, etc., on parle quand même de technologies qui sont potentiellement invasives, dans le sens où on a besoin de données, hein, on ne peut rien faire sans données, et ces données, il faut les collecter, et puis il faut en faire quelque chose. Aujourd'hui, donc dans cet AI Act dont on parle en Europe, on nous parle de classer les différentes technologies en fonction de leur dangerosité. Donc il y a 4 niveaux de dangerosité. Et puis, apparemment, des gens vont décider ce qui est dangereux et ce qui n'est pas dangereux. Alors là, moi, je voudrais mettre un petit flag, un red flag, hein, comme on dit chez nous, en disant attention de ne pas classer les choses sans savoir exactement ce que ça peut faire. Je vais vous donner un exemple assez simple. On dit il faut classer comme dangereux la reconnaissance faciale. Alors je vous confirme que la reconnaissance faciale peut être dangereuse, hein, si on l'utilise comme en Chine pour faire du scoring social, c'est pas bien. D'accord ? Mais la reconnaissance faciale peut être très intéressante pour plein d'autres choses, dans plein d'applications différentes. Et donc, ce que je pense qu'il faut qu'on fasse au niveau, quand on crée des règlements, des réglementations, des régulations, c'est réguler les applications et pas réguler les technologies. Parce que c'est un peu ce qu'on a fait dans les années... alors, je suis parti depuis longtemps de France, mais je crois que c'était dans les années 80 ou 90, on avait interdit tout ce qui était manipulation génétique. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention, mais interdire tout, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Et on a vu d'ailleurs qu'on a perdu un peu de compétitivité par rapport à nos amis américains ou chinois. Donc il ne faut pas que ça arrive encore. Donc, régulons les applications et pas leurs technologies. Les technologies, il arrive que de temps en temps, la régulation arrive après parce qu'on ne savait pas quelle était l'application et on la découvre et donc on est obligé de réguler quelque chose au dernier moment parce qu'une l'utilisation d'une technologie a été une surprise. Donc ça arrive, mais il faut, je pense, vivre avec ce potentiel danger, on va dire, mais pas se couper les ailes. Voilà. Donc ça, c'est la partie importante pour le régulateur. Madame Idrac, vous avez parlé de phasage, justement pour revenir à ce point dont M. Julien parle, ne pas réguler tout en un temps, mais réguler progressivement. Comment est-ce que vous voyez cette tension entre le fait de découvrir quels sont les impacts de technologie ou alors de prévenir des impacts certains? Comment faire cette différence? Écoutez, moi je ne suis pas sûr qu'il faille tout réguler. Hein. Je pense que d'abord la première option c'est si possible on ne régule pas. Bon, après on se demande en quoi c'est utile de réguler. Ça ne peut pas être utile de réguler parce que on est l'État, etc. Non. À chaque fois qu'on me propose, parce que il y a des parlementaires, il y a eu plusieurs lois sur mes histoires d'autonomie, donc on est quand même sur du lourd. Bon, à chaque fois, moi je dis, oh là là, bon, est-ce que c'est bon pour l'innovation? Est-ce que c'est bon pour les usages? Est-ce que c'est nécessaire de réguler ou pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans tous les pays, la question se pose. Et c'est marrant sur ces histoires de véhicules, parce que il va falloir, pour des gens qui ont l'habitude d'homologuer les véhicules, il faudrait homologuer, entre guillemets, des trucs dont on sait, qu'on ne connaît pas, mais dont on sait bien qu'on ne les connaîtra jamais vraiment. Bon. Donc, vous imaginez, là, ça c'est une rupture intellectuelle. Hein, je veux dire, pour les gens qui ont l'habitude de faire de la régulation. Alors, il y en a certains qui, du coup, ont très peur, se cramponnent, etc. Bon. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne idée. En fait, sur les questions spécifiques là, de ces mobilités autonomes, le seul sujet qui est vraiment intéressant, important du point de vue des pouvoirs publics, c'est la sécurité. C'est la seule chose. Bon. Pour le reste, il y a des tas de discussions sur les données, les partages des données, qui ceci, qui cela. Bon. Donc là, il y a certains aspects qui relèvent de la sécurité, je dirais, type gendarmerie. Bon, ok. Mais
Donc moi je pense que la première question à se poser, c'est est-ce qu'il faut réguler? Et si oui, comment on fait? Bon. Je suis pas sûr que tout le monde partage exactement. C'est une attitude, hein, c'est presque une philosophie. Voilà. C'est complètement une philosophie. C'est-à-dire que là, le problème avec ces IA dont on parle, c'est des IA statistiques. Et donc, à partir du moment où il y a le mot statistique dedans, c'est plus blanc et noir. La régulation aime bien le blanc et le noir. Là, on a du gris. Donc, c'est super compliqué. Alors, ça veut dire qu'on va se baser sur des choses qui vont arriver, et ça sera de la jurisprudence, ça sera des choses comme ça qui vont... Et on va décider. On me raconte toujours la même histoire à propos de la fameuse voiture autonome qui va avoir à choisir entre la mémé à écraser ou à mettre les gens dans l'arbre. Bah écoutez, j'en sais rien, et c'est nous collectivement qui déciderons au moment où ça arrivera. C'est exactement la même chose que ce qui s'est passé avec, par exemple, les immeubles. D'accord ? Je construis une maison, je construis un immeuble. L'immeuble s'effondre. Qui est responsable ? On a décidé petit à petit, au cours des siècles, que les 10 premières années, c'est le constructeur de l'immeuble. Après ça, c'est le syndic. Des fois, c'est le gars qui a foutu le feu dans son appartement. Donc, ça dépend. D'accord ? Donc, il faut un peu respirer. Et puis, on voit. Et puis, on n'est pas complètement idiot. À un moment donné, on dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va effectivement mettre une régulation. Mais effectivement, ce n'est pas la peine de réguler pour réguler non plus. Parce que, encore une fois, l'innovation, il faut lui laisser un tout petit peu de place quand même. Parce que nous-mêmes, quand on innove, on ne sait pas. Je veux dire, on y va, on essaye, on fait des étapes. Ça ne veut pas dire qu'on va aller faire n'importe quoi. Mais il faut lui laisser un peu de temps. Alors, il y a toute une discussion sur autorégulation, pas autorégulation. Bon, donc, selon les législations des différents pays, c'est plus ou moins admis ou pas. Bon, il y a aussi beaucoup de soft law, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en fait un peu des guides, des partages d'expériences qui peuvent évoluer au fil de l'accumulation des connaissances. Bon. Donc voilà, je pense qu'il faut être assez souple et laisser des interstices. Je vais donner un exemple. Il y a aussi pas mal d'histoires de mobilité autonome dans la logistique. Bon. En fait, il y en a même beaucoup dans la logistique qui existent sans qu'il y ait eu besoin que quiconque s'en occupe, sauf des innovateurs, des industriels. Bon. D'ailleurs, il y a l'une des licornes françaises qui vient de la logistique. Elle n'a pas eu le plus petit début de besoin de la moindre régulation ni le moindre groupe de travail dans les ministères. Hein. Bon. Et alors, on se dit, et c'est à juste titre, que si ce qui se passe sur les zones logistiques doit pour partie aller sur la voie publique, là on tombe sur des questions de sécurité routière. Donc là, oui, il faut envisager quelques règles pour qu'il n'y ait pas des trucs qui se baladent en risquant de créer des accidents. Mais on a bien veillé à ce que ça soit juste limité à ce sujet-là de sécurité routière. C'est un bon exemple parce qu'on aurait très bien pu imaginer, il y a un pays qui essaie de le faire, qu'on se mette alors à faire tout un truc qui allait être attentatoire à la capacité d'innovation et aussi à la compétitivité de la logistique dont on a besoin dans le contexte réindustrialisation tel quoi. Voilà. Mais c'est une question de philosophie. On arrive à la fin de notre discours, mais je vais vous demander une dernière question et chacun de vous apporter votre réponse vis-à-vis de l'autre. Que, Madame Drac, souhaitez-vous des innovateurs technologiques qui soient dans le milieu privé? Et vous, Monsieur Julia, quelle innovation en gouvernance souhaitez-vous voir du point de vue des collectivités, des autorités publiques? Donc, je vais commencer avec vous, Monsieur Julia. Que souhaitez-vous? Un petit souhait. Et pareil, Madame Drac, envers les innovateurs qui soient dans le privé, technologiques qui soient dans le privé. Je pense que je vais dire, je souhaiterais une meilleure éducation des gens qui vont prendre des décisions par rapport à ce qu'on fait. Alors je dis pas qu'ils sont pas éduqués, hein, mais avoir ce dialogue pour pouvoir échanger, pour pouvoir faire comprendre vers où on va. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion avec des choses qui se passent là-haut. Je parle de Bruxelles, gentiment.
et ce qu'on fait. Donc, ouais, une éducation, un dialogue, ça serait chouette. C'est exactement ce que vous faites. Donc, de votre côté. Oui, enfin, voir mon petit domaine, un petit niveau. Moi, je trouve que les innovations sont intéressantes quand elles sont multifacettes. C'est-à-dire que quand elles répondent à un besoin de société ou à un besoin économique, qui en général est assez complexe, quoi. Voilà, donc j'aime bien les innovations où on peut adresser à la fois un sujet social, un sujet écologique, un sujet d'amélioration de la productivité. Voilà, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Alors je sais bien que chaque innovateur a tendance, et c'est tout à fait normal, à approfondir son domaine, sur son sillon. C'est comme ça qu'on va plus loin dans la connaissance, mais les vraies innovations, il me semble que souvent, elles sont coopératives et il y a plusieurs composantes. Parfait. Et avec ceci, je vais vous demander tous d'applaudir Madame Idrac, Monsieur Julia, des innovateurs eux-mêmes, et on va passer à la prochaine partie de notre programme.